Voilà, bonjour et bienvenue à tous à cette conférence internationale d'Educate sur le thème de l'éducation et des liens que peut avoir l'éducation avec le travail décent. Il est 13h, 13h02 à Bruxelles et nous allons donc commencer. Aujourd'hui, donc, vous assistez à la 4e et dernière session de cette conférence internationale qui se déroule en fait depuis plus de 4 semaines. Elle a commencé le 17 octobre avec une conférence générale où on a eu des intervenants d'Aielo et d'ailleurs pour poser le cadre. Et ensuite, on a eu, durant tous les mardis du mois de novembre, des sessions pratiques qui ont exploré différents aspects de ces liens entre l'éducation et le travail décent. Et donc, cette session s'inscrit dans cette lignée et ce sera la 4e et dernière session sur ce thème. Toutes les présentations et les enregistrements des sessions précédentes sont bien sûr disponibles sur le site d'educate.be et je vous encourage à aller les écouter ou à télécharger les précédentes présentations. Alors, cette conférence, comme vous le savez, est organisée par Educate, avec le soutien technique et financier du VVOB, de l'APF et du gouvernement belge. Et donc, au nom de Educate, je tenais d'ores et déjà à chaleureusement remercier toutes les organisations partenaires, les membres de Educate et tous les intervenants, que ce soit les intervenants aux sessions précédentes et tout particulièrement les intervenants à cette session-ci. Pour aujourd'hui, la session est co-organisée par Enabel et elle durera 90 minutes. Mon nom est Géraldine Adrière, je suis experte en formation et emploi avec la tâche, avec une particularité et une attention particulière sur le travail décent comme thème transversal à travers toute l'organisation. Et je serai votre modératrice pour aujourd'hui. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais m'assurer que celle-ci soit bien répartie entre nos différents intervenants, ainsi que vous communiquez quelques messages techniques même avant de commencer. Donc, comme je disais, avant de commencer, je vais profiter pour vous donner également quelques informations techniques sur le bon déroulé de cette session. First of all, about the languages that we will use during these conferences. This conference will be in 2 languages, in French and in English, but you can use the translation button. There is a little globe at the bottom of your screen. It's a little globe, actually. You can press on this button if you want to have the translator. And I already thank all translators who are available and will be ready to guide you through in the language you are comfortable in. That's about the language. Also, a little instruction about the chat box. There is a chat box who is open to receive all your questions. Marie will support me and collect all your questions, and we will have a specific time where this question will be directed to the speakers to be sure that this thematic has no secret for you anymore. So we really encourage you to put your questions in the chat box. Third technical message that I want to pass to you is that this webinar is, of course, recorded and that all the presentation will be also made available as well as the recording on the website of Educate right after this session. Finally, a little word on the networks, the social media and communication. We encourage you to share your impression and your reaction on this session via this social media network by using the hashtag #for-decent-work. Voilà, c'était la petite introduction technique sur les différentes particularités de cette session. Et maintenant que nous avons balayé cette partie informative, nous allons nous plonger dans le vif du sujet. Now that all housekeeping rules have been set and clear, I hope, we will now dig into the topic of today's session. So today's session is about work-based learning, but more especially on how and to what extent does work-based learning contribute
to the emergence of decent work. I think we can all agree here on the table that work-based learning is an effective strategy to ensure that learners are ready to enter the world of work and possess the relevant skills. However, this is not per se the topic of this conference, like explaining how work-based learning works, but really looking more a step further and seeing what impact can work-based learning have, what positive impact, of course, can work-based learning have on decent work. So after a general overview on the possible links between decent work, between work-based learning and decent work, this general presentation and overview will be given to you by Lisa. We will have some practical session also to illustrate those possible links between work-based learning and decent work. I hope that this session will meet your expectation and that you are as eager as us to know more about those possible links between work-based learning and decent work. So without too much of transition, I would like to invite our colleague, Lisa Rustico, who is an expert in human capital development and is specialized in work-based learning. She works at the European Training Foundation, and she is the country liaison for North Macedonia. And as I said, mainly working on work-based learning and apprenticeships. She developed her international experience in this field by also working previously with CEDEFOP and also as a researcher and a consultant with various universities and other public and private national and international bodies. So Lisa, the floor is yours so that we can really know more about this general context of work-based learning and links with the decent work. Thank you very much, Lisa. Thank you, Geraldine. Thanks for inviting the European Training Foundation to this last but not least practical session. As you said, my introduction will try to set the framework for this discussion. So I will not go into country-specific details, but mainly refer to the EU context, to the neighboring countries, but also to developing economies. So as you said, next slide, please. The European Training Foundation is an agency of the European Union located in Turin, in Italy, and we work with neighboring countries, those that you see colored in the map, but we also have projects in Africa, for example, in Rwanda and in Asia, just to tell you who we are. Now, next slide. As Geraldine, you said, I mean, the topic of this discussion is where is the link between work-based learning and decent work, and I invite you to start reflecting a little bit about this topic. I invite you to have a little bit of a warm-up of our brains at this time of the day. By joining the Slido either through the QR code or via the website with this code. And you don't have to do it now, but you can keep this, let's say, notebook open. And at the end of my presentation, you will see this slide and we will see hopefully a word cloud with all the words that you will have written by then. So next slide. I will start by recalling what decent work is, just by naming the 4 pillars, which are social protection, rights at work, social dialogue, and employment creation associated to a decent wage. I will not spend more time on this because I think that, I mean, it was properly addressed in the opening conference, and I'm sure also in the previous practical session. Let's spend a little bit more time on what work-based learning is. I see that there is a question about the Slido code in the chat. Maybe we could post it, yes, instead of going back with the slides, we could post the code in the chat. Sorry. So let's go on with the next slide and give a definition of what work-based learning is. I mean, there are millions of definitions and different understandings.
But there is one definition that was agreed in 2017 between the European Commission, the European Training Foundation, CEDEFOP, UNESCO, the ILO, and the OECD, and you can find in this leaflet here. Little spoiler, there will be a new version of this leaflet next year, compiled by the same organizations. So work-based learning is any type of learning that happens by doing real work. It can be through production of real goods, through the delivery of service. It can be paid, not paid. It can or cannot be combined with school-based learning, but what is important is that it happens when people do real work. So for example, if there is learning in an enterprise that happens though in a classroom-based environment, that would not be considered work-based learning. And next slide. There are also countless typologies of work-based learning. This one I'm proposing is the most recent one at international level. I think it was published by the OECD in 2023, and it presents work-based learning types as part of a gradient, of a continuum, let's say a gradient, from schemes that have no work-based learning to schemes that we all know well that are called apprenticeships, where work-based learning is mandatory. It accounts for at least half of the time, and it is paid. But of course, if you can just click on the slide, please, we will have a little addendum, exactly, which is informal apprenticeship, which I'm aware that is very relevant to many of those listening. So next slide, please. Why work-based learning is relevant, has been relevant, and is relevant even in the context of a discussion about decent work. So traditional skill development system in both, can you just click please, in both the formal and informal economies of both the global north and the global south have had well-established models of work-based learning in place for centuries. In the last 15 years, the combination of work and learning in the classroom and in the workplace has become an even more attractive, if not seductive idea for policymakers, because skills and employability are priorities on the top of the agenda in the context of high levels of social and economic instability. And as Geraldine said in the introduction, among the benefits of work-based learning, there is the possibility to develop skills and competencies that are highly responsive to the needs of the labor market. There has been a trend, in fact, since 2008, since the crisis of those years, to boost work-based learning to combat youth unemployment, both because it was a way to re-engage or engage young people in some forms of learning and working, but also because it was very convenient for governments to lower the unemployment rate figures. So ever since there was an emphasis on quantity of participants in work-based learning schemes, mushroomings of apprenticeship schemes and dual programs, revision of regulatory frameworks, incentives were put on the table, EU programs would fund these kind of schemes. Work-based learning was expanded and stretched to higher education levels, to open to adult population. And this has sometimes led to the misuse of work-based learning schemes, particularly apprenticeship. And this was an alarm that was raised by the European and also the International Trade Union Confederation, that were pointing their fingers on companies using trainees or apprentices as cheap laborers. We're not here to judge that, but we are here to underline that there was a concern, and there still is a concern about improving work-based learning also in low and middle-income countries, where many young people are engaged in low-quality work-based learning arrangements, in some cases often below the country's minimum working age, or in hazardous occupations, or occupations that are prohibited to minors. So this is another clear rationale to improve the quality and
of work-based learning. So in the next slide, I will show you what has been the major shift in the narrative also about work-based learning in Europe, a shift from quantity to quality. And this is exactly where the link with decent work ties in. Because when we talk about quality of work-based learning, we talk about conditions, we talk about criteria, we talk about principles that are directly connected with those of decent work. So in a way, the link between work-based learning and decent work is twofold. On the one hand, you have the preparing future workers through schemes that are already characterized by, as I said, principles, conditions, criteria that reflect decent work, so that they are highly skilled or anyway skilled for professions that are embedded in the formal labor market and are supported by the 4 pillars of decent work. And then there is another aspect, the other direction of the link, which is looking at how decent is the work in work-based learning. So this is let's say, the most relevant development in the past years have been in this second direction, to make work in work-based learning decent, in fact. And for this purpose, a number of frameworks have been put in place, both at the European level, at the EU level, and at international level. And I will illustrate you the content of this framework, these frameworks very briefly. So next slide, please. The first framework I'd like to talk to you about is the European Framework for Quality and Effective Apprenticeships. Why is this the first? This is the first because it was approved in 2018 with the recommendation of the Council, but it started to be discussed 2 years earlier on the initiative of the European social partners. So we remember that one of the 4 pillars of decent work is social partnerships, and the fact that talking about quality of apprenticeship starts on their initiative is already an answer to making work more decent. So next slide, please. This framework provides a definition which already has some elements, such as the presence of the agreement you see under letter C, the presence of rights that have to be defined, both of the apprentice and of the employer, and also the element of payment, or anyway, the compensation. I'm not focusing here on the definition because this is not the topic of this session. Next slide, please. The framework is composed by 14 criteria. 7 are about learning and working condition. And here you can see them on the slide. For example, the presence of a written agreement, as I said, to define the rights and obligation of the apprentice, the importance of apprentices being entitled to social protection, including necessary insurance, and also the respect of regulations on health and safety. In the next slide, you will see the 7 quality criteria for the framework conditions. And here we have, for example, a regulatory framework that should be in place based on a fair and equitable partnership approach. So you see coming back once again the social partnerships element, and also social partners should be involved at different level, also through, for example, intermediary bodies in the design, governance, and implementation of apprenticeship schemes. So this was the framework for apprenticeship, the EU framework for apprenticeships. There is also, in the next slide, you will see an EU framework for quality traineeships that is, let's say, older. It was approved in 2014. And in the next slide, you will see that among its principles, there are some that refer once again to the decent work pillars. So, for example, the respect of limits to maximum weekly working time under the working conditions applicable to trainees, but also minimum daily and weekly rest periods, and where applicable, minimum holiday entitlements, but also the provision of health and accidents insurance, as well as sick leave.
In the next slide, I will introduce the latest and perhaps most comprehensive standard setting exercise on quality apprenticeship, which is recommendation number 208 by the ILO. Using these two QR codes, you can access the text of the recommendation in English and in French. And both, let's say, this framework, I was saying it's comprehensive because it is the result of a consensus among the employers, trade unions, and governments of 187 governments. In the next slide, you will see that there are a number of headings under this recommendation, and some I marked some of those, but of course the decent work principles are transversal to all 7 of them. But we can see that, for example, in the protection of apprentices, I will just make examples from this one. Apprentices should receive adequate remuneration. They should not be required to work hours that exceed limits specified by national legislation and collective agreements. They should be entitled to holidays with adequate remuneration. They should be entitled to absences due to illness and accidents, paid maternity or paternity leave, social security and maternity protection, freedom of association, and the effective recognition of the right to collective bargaining, but also compensation for work-related injuries, and so forth. So these are all principles of decent work, and they should be already embedded in the apprenticeship as part of the decent work. And for example, I marked also the equality and diversity in quality apprenticeship because there the recommendation states precisely that members should be in place to secure work that is decent. So we really have a recognition of this principle, even in the very same phrasing of the recommendation. Next slide, please. I will conclude my presentation with a focus on decent work in informal apprenticeship. This is a publication of the ILO from 2012, so it's the oldest source I'm presenting, but it's actually, and the ILO has done a lot of work on informal apprenticeship, but it contains really a very clear reference to decent work, which I would like to bring to your attention. So in the next slide, you will see that this publication does not provide a framework, let's say, does not set standards, but it identifies issues for upgrading informal apprenticeship. And there is one, number 7, that is precisely dedicated to improving decent work in informal apprenticeship. So the publication, next slide, please, describes 6 main areas of shortcomings related to decent work. Sorry. The first one is the lack of transparency in apprenticeship contracts. So apprentices may not always be fully aware of the conditions they subscribe when concluding an oral or a written agreement or contract with the master craft persons. The second is poor working conditions, because many apprentices may work very long hours and occupational health and safety measures may not be applied, wages may be low, and paid annual leave may not exist. The third one is the risk of child labor in those cases where apprenticeship prevents children when they are too young or when work is not suitable for attending formal education and it constrains their physical and mental development. The fourth one is about unequal access to apprenticeship, because in informal apprenticeship, the general rule is that the master craftsperson select the apprentices from their social network or the local community, and young people from disadvantaged group or, let's say, youth migrating from rural areas or young people from ethnic minorities that may be stigmatized by society might face difficulties in accessing informal apprenticeships.
Second last is weak social protection. Obviously, when apprentices do not enjoy formal insurance against diseases, accidents, liability, or invalidity. And the sixth one is absence of social dialogue. So when informal apprenticeship does not count on institutionalized mechanisms of social dialogue. So these are 6 shortcomings that were identified 11 years ago. And I use this source specifically to trigger a little bit the discussion, because I would like to know, especially from the examples that will follow me, what has changed if the examples refer to informal apprenticeship and what has been achieved. So in the next slide, I just prepared a short, let's say, table to give you some examples of what the links between work-based learning and decent work might be, both at an individual dimension and a collective dimension. But I made just some examples. Of course, I mean, there are many more. And I think in the next slide, we should be able to see the word cloud. You wrote poverty reductions, employability, empowerment, skilling, self-confidence. I mean, all words that are for sure related to what can work-based learning do for decent work. I would conclude here. This will be a little takeaway that you will find in the set of slides that you will receive after the presentation by, let's say, saying that I'm really eager of hearing about the country examples that will follow, because I'm really curious to know how the principles that were presented in the frameworks and in the standards are perhaps already a reality on the ground. So I will stop here in the slides. You will just find some more references if you just want to scroll the next slides. These are publications of the European Training Foundation about work-based learning. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Lisa. It was very, very enlightening. And we can also see that it is indeed a very hot topic that stands very high on the agenda of the policymaker. You just mentioned the recently adopted recommendation in June 2023 of the ILO on quality apprenticeship, and the many links that ILO is also making between work-based learning and decent work. I also thanks the participants. Some of them, thank you, Alexi, for putting also other nice references that you can for sure look for and will enrich your knowledge and dig more into this topic. I also encourage the participants to ask their question in the chat, and we will, of course, come back to that later. But before the question and answer, I would like to go on with the program and dig more into the practical cases, because we all want to know, how do we do it now? How do we really create the link? And therefore, I would like to invite our first speaker, who is Christine Karungi, who is going to give us an example from Uganda. So Christine is project manager for a program called Skills and Governance in Uganda. She has over 20 years of experience in education and employment programs. She managed a skills development fund, which supported over 12,000 youth to access skills and employment, and is currently managing another program also called the Work Readiness Program, which helps the graduates to access employment. Christine, the floor is yours, and we are all ears. Thank you very much, Geraldine. And thank you, Lisa, for a very good background to work-based learning and decent work. Next slide. So I'm going to talk about our experience on the project that Geraldine just talked about.
which is support to skilling Uganda, where we're looking at driving a paradigm shift that transforms skills development from just education and certificates, so people just go for training to get certificates, but transforming it to a system where those that go through skills development actually have skills and competences that are relevant to the labor market. And that, of course, has a lot of implication on how you bring the labor market into training. Looking also at the delivery context, that training can just not happen in a VTI, in a vocational training institute, but that it can happen in a workplace. It can be flexible and can really be oriented to the workplace. But also we're looking at the management of training. That management of training cannot be business for the government or only the public sector, but looking at promotion of public-private partnerships. Because if we are talking of training that is relevant to the labor market, it must be that training that seeks to address the needs of the labor market, and therefore it becomes relevant, and must be flexible to improve accessibility, but should also be oriented towards meeting the needs of the labor market. So that is the paradigm shift that Support to Skilling Uganda aimed to achieve, and the work-based learning was really within that framework. We did a lot of things, but for today, I will only focus on what we did for work-based learning in line with the paradigm shift. Next. So work-based learning is very good, like Geraldine already mentioned. It helps one to acquire skills that are relevant to the labor market, but there are challenges. There are recurrent challenges that are barriers towards work-based learning. Next. Okay, so what are the challenges? The challenges, one is that there is skills mismatch. Whereas we're looking at work-based learning that happens as this has explained the different definitions as that happens in a workplace. There are challenges in terms of where you have trainees or those that are supposed to undergo the training. They have some skills, but these skills are really not relevant to the labor market. So even for them to get the foot into the door, to get into a workplace, to be able to sharpen these skills, it becomes a challenge. And then the labor market actors, the private sector, is hesitant to take them in. And then another challenge is that it's largely informal, at least like most of the economies, at least in Africa, at least in Uganda, are informal. And so the challenges of informal economy become apparent, because then we are doing informal apprenticeships, and I would not want to go through the 6 shortcomings that Lisa just talked about, but those are really a reality, because then you find the working conditions are not good, you find that it's not easily accessible, they actually go, and while they're there, they are seen as a source of cheap labor, the conditions are not good, the conditions of work in this kind of economy are not good, and therefore that poses a layer of challenges in addition to actually the non-participation of the private sector. And then there is an issue of quality. The quality of work-based learning is not good. The quality assurance in terms of the standard of assessment, how do you assess that this person that has gone through work-based learning within this sector is probably up to this level compared to a different one. So it becomes difficult since there are no standards and assessments. But also its consistency and the quality, that different environments present different opportunities and the conditions are different. So it becomes very difficult to be able to gauge that the person that has gone through
a training in a place that is not consistent with another environment, it becomes difficult to regulate quality and be able to say that this one is high quality, this one has achieved this level of competencies because of the conditions within there. And then the private sector engagement. The employers are not willing for different reasons. One, that they are not engaging with work-based learning or participating in work-based learning because they have concerns over productivity loss during the time of training. But also there are resource constraints in terms of time, in terms of personnel, in terms of finances, especially for small enterprises, which again resonates with challenges of the informal sector. And then when we come to equity and access, it is very difficult to have those that are marginalized either because of geographical fault lines or social and economical fault lines to be able to participate in work-based learning. If you come to the vulnerable groups like women, you come to the vulnerable groups like refugees, they find it difficult to get involved in work-based learning because the reception in those in the private sector or in the labor market for these different categories is not very good. Then another challenge is to do with compliance and the legal and ethical standards in work-based learning. And this has to do with the laws and regulations that would be able to govern work-based learning. If we are talking about decent work, you find that because the labor market is largely informal, you find that compliance to legal requirements. For example, what happens is there compensation for the trainee that is undergoing work-based learning. And in case of accidents, who meets this cost of insurance and accident and all this? So these are challenges that mar work-based learning. Next. So coming from those challenges and within the framework of the project, we're looking at how do we address these challenges? Because addressing these challenges requires collaboration, it requires advocacy, capacity building to be able to improve the status or to be able to improve the route of work-based learning. And so we did a number of activities, and largely we were looking at how we focused largely on quality and accessibility for work-based learning. And then we also did some work on the policy front where we provided input into the work-based learning policy that was put together by Ministry of Gender, Labor and Social Development. Next slide. So in terms of the strategies, we're looking at work-based learning being integrated into our skills development fund approach. And the skills development fund was a fund that we put aside to be able to support joint ventures of the training providers and the labor market to provide training to those that would otherwise not access training. And so we incorporated it into our approach in terms of improving access for those that the vulnerable groups, for those that would ideally not access any training. And we came up with a vulnerability criteria where we were able to score and support partners to identify the vulnerable and be able to train them through different approaches, but looking at work-based learning because we knew and understood that work-based learning would be a gateway for them to get into the labor market. So we integrated it right from the inception, right from the call for proposal guidelines, and then we were able to support the partners to provide training and provide training to the groups that are vulnerable and would otherwise not access training. And it was specifically
through apprenticeships. And then we did capacity building for employers. Here we are looking at pedagogy. How do we support the trainers in the industry, the master crafts people, to be able to support the trainees when they go to them? Because we're working with vocational training institutions, and they would undergo training, the trainees go undergo training in the institutions, and then they go to the private sector for work-based learning. And so what we did was to train the master crafts persons, because they're the ones that are able to train the trainees, or they're the ones that provide training to the trainees once they're there. And before then, we also made sure that the master crafts and the trainers in the industry provided input into the training. They provided input into the training. Some of them came to the vocational training institutions to also provide some technical training. And so when the trainees went to them, they were able to provide training, but they were also aware of what level the trainees were at, because they had had an interface with them also at the vocational training institution. We also worked in terms of raising awareness in terms of health and safety at the training in the workplace during training. And this was only not for provision of personal protective equipment, but also the general environment, and for them to adopt practices that promote health and safety within their workplace, and also right from the vocational training institutions. Because once the trainees understand it from the training institutions, and then they get to the workplace, they have an idea and awareness. And then once you've also worked with the employers in the labor market to have this appreciation and awareness, then it becomes easy. You now start to look for the resources to be able to get the materials that would be required, but the mindset and appreciation, the awareness will have been raised. Christine? Then we are looking at issues of quality assurance. Christine, you have 2 minutes, 2 to 3 minutes left. Okay, to improve quality, we put a number of tools. The contracts, we ensured that there was a memorandum of understanding where the trainees and the trainers, including actually even the parents, had to sign on this MOU that details the skills development plan, that details what the trainee will undergo, what they will acquire within that period of attachment. And therefore, we also did instructors placement with employers to upskill them and improve training, both at the vocational training institutions, but also in the workplace. Next slide. Okay, so the link then with decent work was that when we see those that underwent or that have undergone work-based learning, they have acquired practical job-specific skills, and this has reduced the mismatch. Then with the tools we provided, improved delivery of trainings. We had the skills development plans, so the delivery of trainings improved both at the VTIs but also at the workplace. And the structured training provided meaningful work tasks that this enhanced productivity for the trainees. And on the other hand, we have seen that the environment created, the safety at work, we've seen that the feedback to trainees also as a way of decent work, because they're able to have a safe place where they have protective wear, where they are able to actually, the contract provides that they get some compensation. The working hours are also regulated. We have also, in the issues of inclusion and access, we supported the vulnerable groups, those that would otherwise not be able to get into the labor market, because once they got into training, they acquired skills, and then they were able to get jobs because they had been trained and they had acquired job-specific skills, practical exposure, and workplace skills that facilitated their access and their absorption and transition into the labor market. Okay, right?
Thank you so much. Very, very enlightening, Christine, and very clear, very to the point. We can already see some sign. You mentioned the presence of a sign of contract between the trainees, and the employers, the regulations of the working hours, the putting in place some health and safety measure, and most of all, raising awareness. You said as the shift of mentality is there, then the rest is more easy. I also see that participants are keep on sharing resources on this topic, which is very useful. Thanks for that. Allow me now to shift to the second practical example. Et c'est ici aussi que je vais changer donc de langue pour accueillir nos prochains intervenants. Notre prochaine intervenante nous vient donc du Burundi. C'est notre collègue Karine Guilevic, qui est une experte en infrastructure et en équipement. Karine est française et titulaire d'un master en architecture. Elle a travaillé au cours des 20 dernières années dans le secteur privé en tant qu'architecte. Et depuis 2017, elle travaille en tant qu'expert technique international pour Enabel au Burundi dans le cadre d'un programme de formation et éducation où elle met en œuvre des infrastructures. Elle supervise la réalisation d'infrastructures via la réalisation d'écoles chantiers. Donc, ces écoles chantiers sont là afin de fournir une formation pratique aux apprentis et bien sûr avec une attention particulière sur l'intégration des critères minimaux du travail décent dans ces écoles chantiers. Mais elle nous en dira plus comment est-ce qu'elle parvient à faire le lien entre ces écoles chantiers et les exigences du travail décent. Karine, c'est avec plaisir que je te passe la parole. Merci Géraldine. Oui, donc après l'Ouganda, je vous invite à venir au Burundi et je vais vous parler d'un cas pratique d'apprentissage en milieu de travail sur les chantiers formation qui sont des chantiers de construction comme première expérience vers le travail décent pour les lauréates et lauréats qui sont sortants des centres de formation professionnels que notre programme appuie ici au Burundi. Prochaine diapo. Next slide, please. Donc, d'abord, oui, parler un petit peu du contexte et des défis au Burundi en lien avec effectivement l'accès à l'emploi. Donc, vous savez sûrement que le Burundi connaît une croissance démographique dont les prévisions devraient doubler à l'horizon de 2050, avec 70% de la population qui a actuellement moins de 25 ans, très jeune, et surtout un climat des affaires qui est peu favorable aux perspectives d'emploi. Et nous sommes aussi dans un contexte d'une économie qui est majoritairement informelle. Donc, voilà, merci. Donc, actuellement, le projet d'Enabel d'appui à la formation professionnelle va bientôt, le programme actuel va bientôt se clôturer dans quelques mois et il était donc centré sur un appui au renforcement organisationnel de 18 centres de formation professionnelle, donc dans tout leur axe de développement, mais en particulier sur l'axe pour l'insertion des lauréates et lauréats qui sont issus de ces centres de formation. Donc, le projet a organisé environ 1000 stages d'insertion par an et a octroyé plus de 450 contrats de leasing pour permettre le démarrage dans la vie active des jeunes qui sortent de ces centres de formation. Karine, je t'interromps 2 minutes. Est-ce que tu peux Oui. parler un tout petit peu plus fort ou plus D'accord, près du micro? Parce que le son Ok. est plutôt faible. Merci. Excuse-moi. D'accord. Est-ce que ça va mieux là? Oui, ça va beaucoup mieux, merci. D'accord. Alors, dans ce contexte d'appui à l'insertion professionnelle, donc au cours de l'année 2022, Enabel, donc le programme d'Enabel pour la formation professionnelle a appuyé des chantiers de formation
qui ont été organisés dans 5 centres de formation professionnelle. Donc, dans une démarche en fait de favoriser la progression et le renforcement des compétences professionnelles afin d'augmenter l'employabilité des lauréats qui sont issus des filières du bâtiment. Prochaine diapo. Donc, le chantier formation, oui, c'est un dispositif d'apprentissage qui met les participants, les apprenants en situation réelle de travail. Et ce sont des dispositifs qui sont organisés par le centre de formation, mais aussi pour les centres, puisqu'il s'agit de construction d'ouvrages simples qui sont réalisés à l'intérieur des centres de formation professionnelle sur une période assez courte qui va de 3 à 6 mois. Donc, dans ce cadre, ce sont 103 lauréats de 5 filières métiers du bâtiment qui ont travaillé en binôme avec 349 artisans issus de la région des centres concernés par ces travaux, selon le principe en fait de travailler entre pairs, c'est-à-dire être des lauréats ensemble avec des artisans qualifiés. Donc, chaque chantier était encadré par un conducteur de travaux professionnel et performant, issu du secteur privé et qui était en charge de la gestion quotidienne du chantier, du suivi contrôle qualité des exécutions, mais aussi en collaboration avec la cellule insertion dans les centres de formation. Il a contribué à l'évaluation des compétences des lauréats et surtout au respect des modalités de travail et de rémunération basées, alignées sur le code du travail. Prochaine diapo. Donc, le chantier de formation comme dispositif d'apprentissage au milieu du travail, ça permet d'améliorer l'employabilité des lauréats à travers quelques aspects, c'est-à-dire en premier lieu l'accès à une expérience dans un cadre de travail professionnel qui définit donc, des modalités d'apprentissage et de travail plus sûr, en intégrant oui, des critères du travail décent au moyen de mesures accompagnatrices définies dans le règlement du chantier, auquel chaque participant devait adhérer au départ à l'entrée sur le chantier. Et ce règlement concernait des clauses suivantes, c'est-à-dire des clauses d'adhésion à la discipline, aux horaires d'apprentissage, participation, sur les retards et absences et sur, bien sûr, les comportements dans le milieu du travail. Des clauses d'adhésion au dispositif de sécurité hygiène sur le chantier avec le port obligatoire de tenue de protection, qu'on appelle les EPI, donc les équipements de protection individuelle. Des clauses de protection sociale avec le droit de l'assurance individuelle sur les accidents corporels et l'accès aux soins de santé. Des clauses d'adhésion au dispositif aussi d'évaluation et de qualification qui donnait la possibilité pour le lauréat stagiaire de passer d'une catégorie de rémunération A à une catégorie B après vérification de ses compétences techniques et de ses rendements aussi par le chef de chantier. Donc, il est vraiment mis en situation de travail avec un objectif aussi de rentabilité et de performance. Et enfin, une clause d'adhésion au processus de paiement des primes d'indemnité. Donc, par ailleurs, dans ce dispositif, les filles et les femmes mères ont pu participer grâce à la mise en place de mesures qui facilitaient leur accès et qui étaient adaptées à leurs besoins, qui était donc l'enrôlement direct au chantier et en deuxième lieu, l'octroi d'une indemnité supplémentaire pour la garde des enfants à domicile le temps de leur présence sur les chantiers de construction.
Un autre aspect d'employabilité, c'était le fait que tout au long du chantier, les participants ont eu accès à des séances hebdomadaires de formation sur l'éveil entrepreneurial. Donc, c'est-à-dire que c'était des sessions qui visaient à valoriser, si vous voulez, l'acquisition d'une conscience. D'abord, une conscience critique basée sur le changement de comportement, de manière à ce que chacun puisse envisager, avec les talents qu'il porte, qu'on puisse envisager un développement personnel, donc seul, ou bien à travers des initiatives collectives et sociales. Enfin, le chantier formation, il a permis d'enrichir les compétences sur des techniques qui sont innovantes. Donc, sur certains des chantiers, on a introduit le principe de construction avec la brique moderne, une brique qu'on voit d'ailleurs à l'image, qui est une brique qui est produite localement et qui permet, son principe constructif permet de limiter en fait les matériaux d'importation. Et c'est une méthode de construction qui se propage largement dans la région des Grands Lacs, ce qui permet aux lauréats et aux artisans qui ont été formés à cette technique dans ces chantiers de formation d'élargir leur perspective d'accès à un emploi d'avenir et mieux rémunéré. Prochaine diapositive. Alors, le programme actuel d'appui à la formation professionnelle s'achevant, nous allons passer second programme. Karine, je pense qu'on te repère un tout petit peu, si tu pouvais à nouveau voilà. approcher le micro. Merci. Voilà. Donc, le prochain programme d'appui à la formation professionnelle, ce sera donc on va explorer des pistes d'action vers le travail décent et l'intervention a pour perspective de contribuer à l'augmentation de l'emploi décent des jeunes, mais en particulier des jeunes femmes, et dans l'économie verte et circulaire. Donc, ce sont deux secteurs clés qui sont visés par le programme, le prochain programme, c'est-à-dire le secteur de la construction, de l'énergie et de l'artisanat. Et le deuxième secteur, ce sera le secteur de l'agriculture et de la transformation agroalimentaire. Donc, dans ce prochain programme, l'approche ne sera plus uniquement une approche d'appui de formation professionnelle, mais une approche d'appui aux filières métiers qui visera à contribuer à la création d'emplois décents à travers d'abord l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans le développement et la croissance de leur activité, d'une part, et d'autre part, sur le développement et ça visera en fait l'amélioration de l'employabilité des jeunes qui a des formations courtes dans des métiers qui sont vraiment spécifiques et cruciaux pour le développement économique, pour la transition écologique pour les nouvelles croissances. Donc, dans ce sens, le programme va adopter une approche progressive vers le travail décent, étant donné qu'on est dans un contexte marqué par le manque d'emploi et d'activités génératrices de revenus stables, et une approche holistique de promotion du travail décent qui sera en alignement sur les 4 piliers de l'agenda de la mobilité. Et donc, pour ce faire, ce sera dans un dispositif de suivi dans les deux secteurs que j'ai évoqués, construction et le secteur agricole, pour évaluer la décence des emplois créés via l'outil emploi décent qui est développé par HIVA. Et ainsi, sur base de ces informations obtenues par cet outil, on pourra appuyer le développement de modules de formation sur les droits du travail, les droits au travail, la protection sociale, la santé, la sécurité et prévention du harcèlement sur le lieu du travail et les mécanismes de dialogue social qui sont existants dans les zones citées. Deux zones d'intervention sur les politiques.
Alors, ces activités sont orientées vers les jeunes, mais aussi donc, vers les entrepreneurs, les artisans, les acteurs et opérateurs économiques et les autorités. Karine, il reste 1 minute. Voilà, ben, je termine justement. Je vais les prochaines diapos. Juste pour vous, j'attends la prochaine diapo. Oui, elle n'apparaît pas Juste chez pour moi. vous dire merci de m'avoir écouté et j'en ai terminé. Merci Karine de tout cœur. Alors le son n'était pas tout à fait excellent, mais voilà, on est quand même heureux d'avoir le Burundi avec nous. C'est peut-être quelques problèmes de connexion aussi. J'espère que vous avez quand même pu capter l'essence du message et que la traduction a pu suivre. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que grâce à ce règlement d'ordre intérieur que vous avez établi, c'est un peu c'est comme si voilà, vous avez semé des graines pour montrer en fait aux apprenants voilà à quoi ressemble ou devrait ressembler le monde du travail plus tard et quelles sont les bonnes pratiques et les bonnes voilà, qu'est-ce qui est en fait normal d'avoir des horaires de travail décents, un contrat, un salaire, mais voilà, et aussi pouvoir les faire participer à ce dialogue social pour que plus tard, quand ils rentreront dans le monde du travail, ils puissent être équipés et avoir connaissance de leurs droits en situation réelle. Merci pour cette expérience. Vraiment, on a mis le spotlight aussi sur le milieu de la construction, qui est aussi un milieu qui fait souvent appel à l'apprentissage en milieu du travail. Je voudrais maintenant passer la parole à notre dernière intervenante qui nous vient de la République démocratique du Congo, Lise Marcellis. Donc Lise, elle est Intervention Manager, je l'ai dit, en RDC, mais plus précisément dans le Haut-Katanga et à Lubumbashi. Elle travaille sur les questions d'employabilité et d'emploi depuis de nombreuses années et particulièrement dans les contextes africains. Elle a travaillé au Burundi, en Guinée et en RDC, mais avant ça, elle a également travaillé en Belgique dans les milieux du CPS et de l'insertion professionnelle, avec une attention toujours accrue à les conditions d'accès pour les plus vulnérables à l'éducation et aux emplois de qualité. Lise, je te passe la parole pour nous partager l'expérience de la RDC. On t'entend pas, Lise. Il faut recommencer parce que ton... On recommence, pardon. Pas de souci. Donc, ici en RDC, et plus particulièrement sur les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba sur lesquelles on travaille, on a profité de cette opportunité de cette conférence Educate pour faire vraiment un focus spécifique sur les résultats et sur la décence des emplois qui ont été créés par un projet ou un programme d'Enabel en appui aux gouvernements provinciaux de l'éducation dans les 2 provinces. Et vraiment s'intéresser et donner la parole aux jeunes qui ont été appuyés et voir où ils en sont après avoir bénéficié de programmes ou de dispositifs d'apprentissage par le travail. Donc, on a commencé par une petite vidéo. Donc, je remercie aussi tous les collègues qui ont travaillé à cette présentation. Donc, on a fait une petite vidéo et puis on a fait une petite enquête aussi auprès d'un échantillon d'anciens bénéficiaires. Non, on revient en arrière sur la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, je propose qu'on commence par la vidéo qui donne la parole à 3 jeunes anciens bénéficiaires du programme. Comment et dans quelle mesure l'apprentissage par le travail contribue à l'émergence d'emplois décents? L'apprentissage en milieu de travail est un pilier essentiel pour garantir l'accès à un emploi de qualité. Dans les buts de répondre à l'inadéquation entre la formation et l'emploi dans les provinces du Haut-Katanga et Lualaba en RDC, les interventions Enabel ont appuyé la construction des centres de ressources qui ont servi des bases opérationnelles des interventions.
L'objectif est de donner un meilleur accès aux jeunes filles et garçons à une formation courte et professionnalisante afin d'offrir une main-d'œuvre qualifiée répondant aux perspectives d'emploi. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour favoriser la mise en situation réelle, comme les chantiers écoles, le stage professionnel, l'accompagnement et la participation aux compétitions des métiers World Skills et le monitoring dans l'entrepreneuriat. Les programmes que j'ai bénéficiés personnellement, c'est les programmes d'accompagnement vers un stage professionnel. Je suis arrivé ici à GoShop par l'entremise du centre de ressources. Ils m'ont pris comme stagiaire et j'avais un revenu, je ne sais pas déjà le dire, mais quand même, ouais, j'avais ce revenu-là. Et après ça, j'ai quitté de stagiaire à commercial. Et j'avais un autre revenu. Après cela, aujourd'hui, je suis stagiaire magasinier, donc j'ai eu à avoir 2 fois une promotion. Donc, je quitte de stagiaire à commercial et aujourd'hui, je suis en promotion côté magasinier. C'est que mon salaire est en tout cas croissant. Nous, en tant que société minière, nous avons aussi cette responsabilité, n'est-ce pas, de pouvoir offrir un cadre qui soit idéal pour les jeunes gens, les apprenants, de voir justement ce qui se fait sur le terrain. Je bénéficie de la formation en esthétique, en coiffure. C'est par là qu'on m'a sélectionné pour participer à une compétition à la SMF. Avant cela, on nous avait d'abord formés et puis on nous a sélectionnés pour aller compétir et représenter nos provinces en national. À part ça, on m'a sélectionné aussi pour aller représenter notre pays en Namibie. Là-bas, j'étais médaillée d'argent. Par là aussi, on m'a sélectionné pour aller représenter encore notre pays en Belgique. J'avais eu la médaille de bronze là-bas. Et quand je suis rentrée, ça m'a apporté beaucoup de choses. Il y a amélioration. Je peux dire que je suis maintenant professionnelle. Il y a quand même un rendement qui s'est amélioré par rapport à ces métiers. Et quand même, le revenu est vraiment rentable. On a notre hôpital, là qu'on nous amène si tu tombes malade. Tout est dépendant en fait du contrat sur lequel j'étais jusqu'ici. Mes 2 derniers contrats, et même mon actuel, en tout cas ne me donnent pas déjà privilège à ce qui est de la prise en charge. Mais après ce stage, celui qui arrive, il m'ouvrira au fait à ça. L'apprentissage en milieu de travail est une méthode efficace qui repose sur l'acquisition des compétences adéquates directement sur le terrain, encadrée par des professionnels expérimentés et menant à terme sur la route de l'emploi décent. Donc, Enabel au Katanga travaille sur les questions de formation professionnelle et d'emploi depuis 2013 par un projet qui s'appelait à l'époque Educate, qui est venu en appui à une réforme de transformation de l'enseignement qui est venue à la même période pour pouvoir faire évoluer certaines écoles secondaires générales en enseignement technique. Donc, on est venu en appui à ça. En sachant qu'au Congo, ni à l'époque ni aujourd'hui, des dispositifs formels d'apprentissage ou d'alternance, des questions de stage professionnel sont vraiment d'application ou légiférées. Donc voilà, c'était une expérience pilote, plusieurs dispositifs qui ont pu être mis en place. Next. Suivant. Voilà. Il faut savoir que, contrairement au Burundi, dont Karine vient nous parler, les provinces du sud du Congo, le Lualaba et le Haut-Katanga, sont des provinces qui sont assez développées économiquement, avec une grande présence de sociétés minières. Donc, des emplois, il y en a, des emplois de qualité, ça reste à voir. Et puis, l'accès à l'emploi des jeunes et des jeunes vulnérables est certainement à travailler, notamment en renforçant les compétences et en leur permettant d'accéder aux grandes entreprises de leur localité et ou de pouvoir les accompagner aussi dans des dispositifs plutôt d'entrepreneuriat et de lancement de leur activité économique. Suivante.
Donc, je vous ai parlé de cette réforme de l'enseignement qui a eu lieu. Et cette réforme de l'enseignement prévoit la création de centres de ressources. Alors, qu'est-ce que c'est les centres de ressources? Ce sont des structures publiques provinciales qui appuient la formation professionnelle et qui se situent vraiment à l'interface entre le monde de l'enseignement et le monde de l'emploi, qui fait le lien avec les entreprises. Donc, ils ont plusieurs missions. D'abord, de pouvoir appuyer la concertation locale, rassembler les acteurs, pouvoir faire circuler l'information et construire ensemble dans ce secteur. La deuxième mission est vraiment de pouvoir faire bénéficier aux écoles techniques d'espaces de formation technique de qualité et de pouvoir accueillir un certain nombre d'écoles au sein du centre de ressources pour pouvoir faire dispenser de l'enseignement pratique. Et puis, le troisième gros bloc, c'est vraiment la collaboration avec le secteur privé et le lien vers les entreprises, notamment à travers le stage professionnel. Suivante. Voilà. Bien sûr, on ne peut pas travailler sur les questions de formation et d'emploi sans l'implication du secteur privé. Donc, au-delà des centres de ressources, une grosse collaboration avec la Fédération congolaise des entreprises est en place ici dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, qui permet à la fois vraiment d'avoir un mécanisme de protection des besoins en entreprise et aussi de pouvoir se faire rencontrer les différents acteurs, notamment à travers la mise en place de salons annuels des métiers et de la formation, qui regroupent des conférences, qui regroupent des réflexions profondes sur les besoins en main-d'œuvre et sur le développement du secteur industriel de la région. Et c'est au sein de ces salons annuels des métiers aussi que depuis plusieurs années prennent place des compétitions métiers sur le modèle WorldSkills, mais j'y reviendrai. Suivante. Voilà. Donc, au sein de centres de ressources, il y a plusieurs dispositifs d'apprentissage par le travail qui sont déployés, donc qui ont été déployés pendant l'intervention éducate, mais qui continuent aujourd'hui à être déployés puisque ce centre de ressources est un centre provincial qui est toujours en activité aujourd'hui. Donc, un mécanisme de stage professionnel qui vient en post-formation pour des jeunes qui ont terminé leur apprentissage académique et qui peuvent bénéficier d'une période de stage de maximum 6 mois en entreprise. Ça, c'est un premier dispositif. Un dispositif chantier-école qui ressemble un peu au dispositif chantier-formation que Karine vous a présenté au Burundi, sauf qu'ici, en RDC, il s'inscrit plutôt pendant la période de formation. Donc, c'est vraiment mettre les élèves en action, à l'ouvrage, pendant leur période de formation, pour pouvoir développer aussi leur communauté. Donc, ça peut être, ça a été pendant le programme éducat, construire des bâtiments au sein du centre de ressources, participer à un projet d'électrification, etc., mais toujours dans cette dynamique chantier-école. Le troisième dispositif, c'est le mentoring en entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment faire un appui en entrepreneuriat en incubation, mettre les jeunes à l'emploi, les faire développer leurs projets et leur assurer un mentoring dans le travail réel. Et puis, le quatrième dispositif avec lequel on voit aussi certains liens avec l'apprentissage par le travail, c'est les compétitions métiers qui permettent vraiment de pouvoir travailler sur l'excellence dans l'enseignement technique, de pouvoir avoir un accompagnement, une émulation autour aussi de tous ces métiers et de pouvoir être accompagné aussi par des mentors pour pouvoir se préparer à ces différentes compétitions. Donc, voilà un peu les dispositifs qui ont été déployés. Et donc, les jeunes de la vidéo que vous trouverez dans le chat et les jeunes qu'on a, auprès desquels on a enquêté, ont bénéficié au moins d'un de ces dispositifs. Suivant. Donc voilà, je vous ai dit qu'on a fait une petite enquête. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une enquête scientifique. On a pris un échantillon des environ 500 jeunes qui sont en emploi formel suite à l'intervention éducate. Et avec eux, nous-mêmes, on fait un regard en arrière sur
comment ils sont arrivés là et quelles sont leurs conditions d'emploi actuelles. Vous avez ici sur le slide une petite typologie, mais vu le temps qui passe, je propose qu'on avance. Voilà, donc on s'est vraiment basé aussi sur la méthodologie IVA. On a questionné les 4 piliers de l'emploi décent. Le premier, la création d'emploi et l'accès à l'emploi. Alors là, vraiment, les résultats sont très bons. L'ensemble des jeunes valorise vraiment cette expérience d'apprentissage par le travail comme un vrai levier vers l'accès à l'emploi. On vous a mis ici quelques mots aussi qu'ils ont utilisés eux-mêmes dans la rencontre avec nous par rapport à ce qu'ils ont pu retirer de cette expérience, donc le sens de responsabilité, avoir une première expérience avec le monde professionnel, se familiariser avec le milieu industriel. Donc sur l'accès à l'emploi, il y a vraiment une grande réussite. Suivant. Donc je dois continuer sans slide, c'est ça? OK. OK. Nous sommes ensuite intéressés au niveau de salaire que ces jeunes ont aujourd'hui. Donc, dans la typologie, vous aurez vu qu'on a rencontré 15 jeunes qui sont en emploi salarié formel aujourd'hui et 8 entrepreneurs qui sont à l'emploi également de manière formelle. Et on a confronté leurs revenus au montant minimum du Living Wage Allowance de la Wage Indicator Fondation. Qui sont respectivement de 118 et 136 $ pour les provinces de Lubumbashi et Kolwezi pour un individu seul, et de 303 et 344 $ pour les personnes ayant des charges de famille. Et donc là, on voit que les résultats sont globalement satisfaisants en termes de revenus nets, puisque 17 sur les 23 personnes interrogées sont à ce niveau de revenu ou à un niveau de revenu supérieur. Cependant, slide suivante. Cependant, quand on creuse sur le ressenti qu'ont ces jeunes de leur niveau de revenu, seulement 40% des enquêtés salariés et 57% des enquêtés entrepreneurs estiment que ce montant est suffisant pour couvrir leurs besoins de base. Donc, il y a un petit décalage entre ce que la théorie dit et le ressenti relayé par les personnes rencontrées. Malgré le fait que plusieurs d'entre eux aient, en plus de leur emploi formel, une source de revenus complémentaire, ce qui est souvent le cas en Afrique de manière générale. Voilà, il y en a quand même 11 sur 23 qui déclarent pouvoir aussi un peu épargner de manière mensuelle sur ces revenus. Donc voilà, donc de très bons résultats en termes d'accès à l'emploi, des résultats relativement satisfaisants sur le niveau de salaire avec quelques petites nuances. Et puis quand on va sur les autres critères, next. Donc, on s'est intéressé ensuite au respect des droits du travail, notamment sur l'information et la sensibilisation sur le droit du travail. Donc ici, ce slide se focalise vraiment sur les dispositifs d'emploi salarié. Donc là, on voit que de manière générale, il y a peu d'informations qui circulent sur les droits au travail. Par contre, il y en a beaucoup plus qui ont bénéficié d'une formation professionnelle. En termes de temps de travail pour les employés salariés, on voit que les conditions de travail sont assez difficiles, en tout cas de manière subjective, malgré au moins un jour de repos hebdomadaire qui semble être respecté et des horaires de travail qui restent satisfaisants pour les 2/3 d'entre eux. Suivant. Donc, en matière de protection sociale, on voit que la plupart des jeunes rencontrés disent avoir soit une assurance maladie, soit une assurance accident de travail. Je pense qu'ils confondent un peu les deux concepts, d'après aussi notre connaissance du terrain. Pas d'autres assurances en termes de perte de travail, de maternité, etc. Très peu de choses. Retraite 3 sur 15 disent auront droit à une assurance retraite.
Alors que 8 rencontrés sur 15 pensent courir un risque de santé ou de sécurité au travail. Un point interpellant, je trouve, c'est qu'il y a un tiers des personnes rencontrées qui disent ne pas bénéficier des avantages qui sont dévolus à sa catégorie. 60% d'entre eux estiment ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins. Et pourtant, seulement 3 personnes sur 15 disent avoir pu négocier un quelconque élément dans leur contrat de travail. Donc, on voit vraiment que l'initiative de la négociation et des avantages donnés est dans les mains des entreprises et non pas à la négociation. Suivant. Alors, au niveau de tout ce qui est syndicat, très peu de représentation, très peu de connaissances aussi sur ce qui existe et ce qui est possible en termes de représentation des travailleurs. Et aussi très peu de connaissances sur ce qu'est le rôle de l'inspection du travail, le rôle bénéfique que peut avoir l'inspection du travail. Tout ça reste très flou pour les personnes rencontrées. Suivant. Lise, il reste aussi 2-3 minutes. Ouais, ça file. Je termine. Voilà. Bon, du côté des entrepreneurs, donc des entrepreneurs, comme je l'ai dit, qui ont appris à l'idée d'idéation et qui se sont lancés. Donc, ce sont encore des jeunes entrepreneurs qui ont 2-3 ans d'existence. On voit que là aussi, les conditions de travail, et pour eux et pour leurs employés, sont très peu favorables, avec des très longues journées. Là, il n'y a pas de repos hebdomadaire. Suivant. Il y a très peu de couverture maladie, accident de travail, retraite. Voilà, ce sont tous des éléments qui sont encore absents de ces jeunes entreprises. Je pense qu'on peut aller directement aux conclusions, slide 23. Donc, voilà ce que nous, on tire aujourd'hui de cet exercice. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres éléments et j'ai été rapidement sur la majorité d'entre eux. Ce qu'on voit, c'est vraiment que l'apprentissage par le travail, c'est assurément un levier vers l'emploi. Et quand vous verrez la vidéo, j'espère que vous la regarderez parce qu'elle est vraiment intéressante. On voit vraiment que les jeunes sont très satisfaits et ont vécu cette expérience d'apprentissage de manière très bénéfique et la valorise et l'impute à leur réussite professionnelle actuelle. Mais il reste encore beaucoup de travail. Alors, il faut savoir qu'au Katanga, Lualaba notamment, ainsi qu'à Kinshasa, on commence un nouveau programme Enabel sur l'emploi décent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup aussi de pistes d'amélioration. Dont j'en ai cité quelques-unes là, mais je pense que dans les discussions aussi, pour moi, ça serait intéressant d'aussi entendre les bonnes pratiques et les autres idées d'ailleurs. Donc, nous, on pense en tout cas à une meilleure sensibilisation et formation sur les droits au travail des lauréats, des futurs salariés et des entrepreneurs, parce que même en termes de connaissances, on a remarqué que c'était assez lacunaire. Un meilleur accompagnement et un encouragement des entrepreneurs que nous, Kenabel et le Centre de ressources appuient en direct. Je pense que là, il peut y avoir un vrai levier d'action, notamment pour un accompagnement en phase d'accélération, des choses comme ça. Vraiment pouvoir accompagner ces jeunes entrepreneurs à mettre en place des conditions d'emploi décentes. Un accompagnement de pouvoir aller vers des concertations tripartites avec le rôle des syndicats. Et puis, dans un contexte comme celui-ci assez industrialisé, je pense qu'il y a un véritable rôle à jouer aussi sur la responsabilité sociétale des entreprises sur lesquelles on devrait pouvoir s'appuyer pour aussi améliorer les conditions de travail au quotidien. Voilà, je m'arrête là. Merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup, Lise. Merci d'avoir voulu donner la parole et d'avoir pris le temps de look back, comme on dit en anglais, sur les résultats de vos interventions précédentes et sur quelles sont les implications en matière de travail décent. Je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo. Le lien est dans le chat box, mais il sera également posté sur le site d'Educate.
Et ce que je retiens aussi de ta présentation, Lise, c'est le fait d'avoir testé et mis en œuvre cet outil qu'on est en train de développer au sein d'Enabel de mesure du travail décent, parce que le concept du travail décent est déjà compliqué en soi. Représente beaucoup de dimensions, mais le mesurer est encore plus compliqué. C'est là-dessus qu'on travaille au sein d'Enabel et avec une attention toujours plus accrue sur ces thématiques du travail décent. On met en œuvre, Lise l'a testé et on le fera à plus grande échelle encore, notamment à travers le portefeuille protection sociale et travail décent, dans lequel on va approfondir ces questions encore davantage, notamment en mesurant la qualité des emplois auxquels Enabel a pu contribuer. Je voudrais maintenant, il nous reste 6-7 minutes, demander à Marie s'il y a des questions dans le chat. Peut-être qu'on peut en prendre 2 ou 3 afin de donner la parole aux participants. Oui, alors je regardais donc dans le chat. Je pense qu'on peut commencer par les practical cases avec une question pour Christine donc, de Gênes. Je vais la traduire en anglais directement, je pense que ce sera plus simple. Donc, it's about the Skills Development Fund. How do you identify the vulnerable people and what are the selection criteria for this group? Donc ça comme première question. So the first question is directed to Christine. What is your selection criteria for vulnerable people? Yes. Tu voulais prendre une deuxième question? Oui, on peut. Donc, il y a une deuxième question donc, qui a été posée par Martina pour Lise. Du coup, cette fois, je vais la traduire en français. Donc, comment les données sur le salaire ont été récoltées dans l'étude que vous avez faite? Donc, est-ce que c'était plus par des formulaires écrits ou par des interviews orales? Parce que voilà, il y a la question de comment en fait gérer le fait de poser des questions sur le salaire qui peut parfois être sensible ou difficilement reçu. Donc, comment est-ce que en fait ça a été géré par les intervieweurs? Voilà. Okay, we can start with these 2 first questions, Christine. And so the first question is about access to work-based learning and being sure that it is as inclusive as possible. And how did you target vulnerable people in order to access work-based learning and further on put them, insert them in the labor market? Thank you very much for that question. So we used the tool of the Skills Development Fund, and through call for proposal, we targeted to work with actors that work with vulnerable groups. And we developed a criteria for vulnerability, which then we're using for selection during the selection process. So selection made us indeed get the vulnerable people, but when you get the vulnerable groups and you put them in, it just doesn't end there, because you have to look at what would ideally not allow them to participate and remove those barriers. And so we had to improve, for example, increase the package for them if they need to be accommodated near their places of work. You address that. If they need childcare facilities where they're going to do that, then you do that. So you analyze and see the barriers that would inhibit their participation and then address those ones. And then because the moment you give them the platform, then they get the skills, and then when jobs are available, you support them to apply, you support them. But also many of them got into their places where they did the work-based learning, the training, many of them absorbed them. Thank you, Christine. It's indeed a very tough challenge to include vulnerable people. The second question, Lise, elle est pour toi. Donc, une question sur comment est-ce que vous avez mené vos interviews et votre recherche.
et notamment comment est-ce que vous avez dealé avec cette question sensible du salaire? Ton son, Lise. J'allume la caméra, Jacob, mais pas le son. Pardon. Comme je l'ai dit, on n'a pas la prétention d'avoir fait une recherche scientifique et exhaustive. Je pense que ça a aussi facilité en fait le fait de récolter les informations sur le salaire, parce que les personnes qui ont enquêté, qui ont été à la rencontre des jeunes, c'est des personnes que les jeunes connaissent déjà, et donc voilà, avec qui ont été accompagnés dans le processus. Donc je pense que ça a facilité aussi que les langues se délient. Bah, probablement que ça a des avantages et des inconvénients. Ça a facilité que les langues se délient sur des questions aussi sensibles. Après, ça a peut-être d'autres biais sur certaines autres questions en termes d'accompagnement. Je n'en ai pas trop parlé aujourd'hui. Je ne sais pas si mon collègue Clément veut compléter, parce que c'est lui qui a été à la tête de... Oui, On n'a pas je le pense temps. qu'on n'a malheureusement pas beaucoup le temps. Il y a encore plein d'autres choses qui méritent d'être dites, et notamment les différents liens qui ont été mis dans le chat, que ce soit des ressources RAF Pro qui ont été mentionnées ou des ressources du Tibet Toolbox. Donc, c'est encore et toujours des choses qui peuvent enrichir et venir enrichir le débat. Voilà, il est déjà presque l'heure. Comme toujours, le temps joue contre nous dans ce genre de conférence. Mais je voudrais quand même juste demander aux intervenants s'ils pouvaient nous donner, selon eux, les 2 messages clés que les participants peuvent prendre avec eux à la fin de cette session. So I would like, in order to conclude this session, ask the speakers what are, according to you, the 2 key messages or 2 key takeaways that participants could take home from this session. Lisa, would you like to start with 2 key messages and takeaway? Thank you. Yes, maybe just, look at what happens on the ground, which is already a lot. And starting from there, maybe keep the frameworks and standards in mind, but also shift from a universal, comprehensive, top-down, acontextual, centrally enforced view of a formula and standards towards, let's say, identifying concrete roadblocks that hamper, let's say, decent work. So shift from this formulaic approach towards one that look at local, contextual, and embedded realities. Thank you very much. This shift indeed is very challenging, but very needed, from theory to practice. Christine, 1 message takeaway? Sound? Thank you very much. For me, the key for us to do work-based learning and looking at the link to decent work is the need for collaboration across various stakeholders that are involved, and then to make sure we have supportive policies and then use available frameworks to ensure quality and accessibility. Thank you. Collaboration is indeed crucial. Karine, un mot pour terminer cette session? Un message que tu emportes avec toi? Moi, je dirais, oui, progresser, donc la notion de vraiment progression vers le travail décent selon les contextes, donc la réalité de chaque contexte sur terrain. Ça me paraît vraiment essentiel. Et voilà, et porter ses talents en soi pour aussi avoir un meilleur accès à ses droits, aux connaissances, connaître les droits qu'on a et Merci, développer Karine. ses compétences. Merci, je pense qu'effectivement,
L'approche progressive aussi, hein, qu'on doit reconnaître, qu'on ne va pas, on n'a pas une baguette magique pour voilà, créer des emplois qui soient entièrement sur toutes les 8 composantes du travail décent, un score très élevé, mais reconnaître que c'est une approche progressive et qu'on commence à faire les premiers pas. Que même si la tâche est ardue, il ne faut pas reculer pour autant. Lise, un mot pour conclure? Oui, vous avez marché sur ma langue, sur ce chemin vers l'emploi décent. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui peut nous donner aussi de la force au quotidien, de pouvoir avancer tant au niveau individuel qu'au niveau structurel. Je vais du coup sur cette idée-là, de pouvoir aussi, au-delà des expériences pilotes, vraiment avoir la nécessité d'appuyer les différents partenaires publics dans la mise en place de cadres et de réformes qui peuvent aussi appuyer ce chemin vers l'emploi décent pour pas que ces expériences pilotes restent pilotes, mais bien qu'elles puissent être mises à l'échelle et devenir un véritable modèle dans les différents contextes. Très bien. Merci. Voilà, il me reste qu'à vous remercier toutes et tous pour votre participation, pour votre écoute active. Vraiment un merci tout particulier aux intervenants. A real warm thank you to all speakers. C'était, je pense, très enrichissant. La thématique a un rôle important et Enabel est engagée sur ce chemin qu'on va encore approfondir et explorer davantage, notamment, je l'ai dit, avec ce portefeuille protection sociale, travail décent, où le focus, voilà, un grand chantier qui est devant nous, mais le focus est réellement sur ces liens entre l'éducation et le travail décent. Également, vous inviter à rejoindre les réseaux sociaux avec le hashtag #for-decent-work. Et comme annoncé, les enregistrements et les présentations sont téléchargeables sur le site d'educate.be. Je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt sur les réseaux ou dans d'autres forums pour continuer cette discussion passionnante. Bon après-midi à tout le monde. Have a great afternoon and see you along in other forums. Thank you very much. Bye bye everyone.